Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Délimitation des zones de circulation des minibus au niveau du département du Littoral. Depuis le 2 décembre, la zone rouge tracée par le préfet Alain Rolla n'est plus qu'un vieux souvenir. La nouvelle donne émane de son ministre de tutelle, Raphaël Akotagnon, qui, par une note radiodiffusée, aura ordonné de toute urgence à l'autorité préfectorale de rapporter l'acte à polémique. Un revirement spectaculaire, salué bruyamment, mais qui pour plus d'un pose le problème de cohésion des actions d'envergure au sommet de l'État. Levée de restrictions à la circulation des minibus, la cohésion étatique éprouvée, c'est le thème en débat. Nous invités, un professionnel des médias et un politique. Avec nous, le journaliste, analyste Ange Banoui, qui, avec des empêchements de dernière minute, pourra prendre le train en marche, comme on le dit, mais déjà sur le plateau, M. Mathieu Avlessi, du BR, le bloc républicain information soutenant les actions du régime et formation politique d'appartenance du préfet en disgrâce. Mathieu Avlessi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Tonji. Par mes habitudes, je dis aussi mes amitiés aux téléspectateurs. Il vous répondre à la façon, oui, la nouvelle est tombée. Et pour plus d'un, c'était invraisemblable, mais c'est une réalité. Les gens qui ont suivi l'ont confirmé. Les minibus peuvent à nouveau circuler comme d'habitude. Comment vous, en tant que citoyen d'abord, et ensuite le politique, avez apprécié cette décision? Merci, monsieur Etonji. Je pense que globalement, par rapport à votre titre, permettez-moi de trouver plutôt, au lieu de la cohésion éprouvée, de la responsabilité prise par le ministre de tutelle du préfet. Parce qu'il fallait aussi ça. Le ministre a dû prendre ses responsabilités face à ce que nous avons commencé par incriminer tous depuis lundi dernier. Et donc, c'est ça. Oui, cohésion, je peux vous concéder, mais je préfère qu'on parle de ce que le ministre a pris ses responsabilités. Vous pensez que c'est une responsabilité prise par le ministre pour dire attention, parce que quand ça va cracher, c'est de ma tête, c'est de ma responsabilité que relève l'action qui se pose à la base. Et donc, je crois que ça, et pour revenir donc à notre thème en sujet, je pense qu'il va falloir que nous revenions sur certaines choses dont on a débattu sur ces plateaux qui sont liées à la cohésion, à la paix, à la paix. L'appel pour la paix que nous avons dû organiser plusieurs fois ici pendant plusieurs plateaux jusqu'à la rencontre entre le président Talon et son prédécesseur, et les conséquences sont là. Vous êtes toujours dans l'émission? Je suis dans l'émission. Okay. Permettez-moi de replanter le décor, parce que c'est un peu de cela qu'il s'agit pour en venir à la décision rapportée. Oui, jusqu'à la rencontre du président, les conséquences sont là aujourd'hui où par dizaines les personnes mises aux arrêts sont en train de recouvrer leur liberté au bonheur de leur famille. Et vous vous rappelez que, parlant toujours de cette démarche de paix, je disais sur un plateau ici que voilà, il y a des acteurs proches du président Talon qui sont des ennemis de la paix et qui travaillent à la base pour que les têtes couronnées boycottent les élans de cohésion, les élans d'apaisement que prenaient, ou bien les initiatives que prenaient certains acteurs sociaux comme FOPA et autres. On en a parlé ici, et je vous ai dit que si les gens ne se retrouvent pas dans ce que je dis, qui m'interpelle, je vais peut-être sortir des noms. Il y a beaucoup d'ennemis de la paix. Et donc, parlant donc du préfet Oumoula, vous savez, le préfet Oumoula fut un ami personnel. Un ami personnel parce que, vous le savez. Il est désormais un compatriote politique. J'en viens pour dire ami personnel, compatriote politique. Vous le savez, vous l'aviez vu très actif aux côtés de l'opposition dans ce pays. Son revirement, il a négocié par moi. Pour venir à la mouvance, le ministre Oumoula est passé par moi, par le biais de Bénin en route. Il est passé par moi pour entrer dans Bénin en route. Et c'est Bénin en route ensemble qu'on est allé au BR. Pour la petite histoire, je voudrais bien que les gens sachent que je n'ai rien en fait contre la personne du ministre Oumoula, qui, comme je dis, fut un ami. Mais de là à prendre une décision qui pourrait affecter, qui dans sa mise en œuvre affecterait le quotidien de nos sœurs, de nos épouses, de nos mamans, du plus grand marché du Bénin, les conséquences seraient très difficiles à gérer par le politique que nous sommes. Donc le pouvoir politique a dû prendre, comme je vous dis là, ses responsabilités en rapportant à l'entremise du ministre ou son secrétaire général, en rapportant cette décision qui serait de portée très grave pour l'environnement politique où nous sommes. Parce que vous savez,
savez que dans un an et demi maximum, sauf extraordinaire, on a les élections législatives. Et quand cette veille d'élection, on se permet de perturber les Béninois dans leur quotidien, je pense que la portée, les conséquences seraient très grandes. Et le ministre dit félicitations à la suite de nos femmes du marché. Je dis félicitations au ministre pour sa prise de responsabilité. Félicitations au ministre, dites-vous. Mais la portée de l'acte, essayons d'apprécier d'abord. Vous avez évoqué aussi le terrain politique, on y revient. Mais en attendant, le courrier en lui-même, c'est un rapportage date de toute urgence. On en vient au contenu. Quand on prend le courrier, on se rend compte qu'il est signé du secrétaire général du ministère. Le ministre, son nom est à côté, mais on n'y a pas posé sa signature. Et quand on sait administrativement qu'il y ait des griefs contre un cadre et que l'autorité suprême charge quelqu'un de porter peut-être ses ressentiments et qui n'appose pas sa signature, ça signifie beaucoup de choses. En tout cas, ça signifie tout, sauf de la considération. Comment appréciez-vous ça? Oui, merci. Je pense que comme vous, tout cadre devrait pouvoir se dire qu'il y a quelque chose qui peut-être n'était pas mal bien présenté. N'était pas bien présenté parce que le ministre aurait pu poser sa signature. Mais l'un dans l'autre, je dis c'est une question de responsabilité. Le ministère a pris ses responsabilités. Le secrétaire général est la plume du ministère qu'il ait proposé le test. Et que le ministre peut-être qu'il n'est pas présent sur le territoire, qu'il dise attention, on face à ça, mettez ta signature et avançons parce que ne laissons pas la situation dégénérer avant de chercher à prendre nos responsabilités. Vu de distance, c'est ce que je peux dire pour le moment parce que je ne suis pas sûr que le ministre soit là disponible et qu'il ne mette pas sa signature aux côtés du secrétaire général qui est donc la plume du ministère. Donc ça s'entend. Je n'ai pas trop de reproches à faire à ça. Je n'ai pas trop d'appréhension sur la forme du courrier de ce point de vue parce que le ministre voulait que ça aille vite. Ne m'attendez pas. Allez vite. Faites-moi rapporter cette décision. Vous êtes d'accord que c'est une décision d'envergure et d'intérêt? Je vous ai dit. Si c'est le cas, cela suppose aussi que le retour du contenu a été fait au ministre. Tout à fait. Tout à fait. Vous allez bien comprendre, vous, oui. Le ton du message, c'est peut-être des détails, mais on veut bien comprendre. Je peux comprendre. Le ton c'est de la hiérarchie, il s'agit. Et ça devrait être péremptoire. Donc c'est impératif. C'est impératif. C'est le patron qui donne des ordres à son collaborateur. Donc c'est totalement impératif et c'est naturel, c'est normal. Donc je n'ai pas trop commenté le ton. Je n'ai pas trouvé que le ton est peut-être dur. C'est vertical, descendant et c'est normal. Et c'est normal. Oui. Monsieur Mathieu Ablici, à la place du préfet, c'est difficile, vous n'êtes pas le préfet. Oui. Dans ce courrier, si fait de cette façon-là, on n'aurait pas pu procéder autrement, rien que pour l'image même du fauteuil, le fauteuil préfectoral. On dit peut-être quelque chose, diront les gens, mais est-ce que vous imaginez, dans ce courrier, on demande au préfet, vous arrêtez tout immédiatement, de prendre des arrêtés. Il fait finalement quoi? Et ensuite, pour ses collaborateurs, l'image, est-ce que ce n'est pas rabaissant, comme on dit vulgairement? Oui, dans une certaine mesure, je crois quand même que l'image du préfet est à terre. Ça, faut pas. Vous savez que je ne sais pas me voiler la face pour dire les choses. Mais c'est pas sa faute. C'est pas sa faute parce que je veux savoir si une décision de cette envergure qui a une portée sociale, qui a un impact social et nous sommes politiques. C'est une science dynamique et sociale de grande portée. Et que vous preniez une décision comme ça, de façon peut-être unilatérale, que ça soit rapporté, vous le faites donc à vos frais. Et donc c'est les conséquences. Parce que je me dis, au vu de l'envergure, au vu de la portée des impacts que cette décision pourrait avoir sur la communauté, il aurait été bien qu'un dossier soit présenté à la hiérarchie. Vous voulez dire qu'il n'a pas présenté ça, je ne sais pas. Un compte dossier, je dis pas un courrier, qu'un dossier soit présenté, justifiant le bien fondé et que des dispositions soient régulièrement prises à la base pour que cela se passe avec le respect de toutes les dispositions sanitaires. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de l'abattoir où les gens étaient dans la poussière. Et puis c'est là où les animaux étaient restés. Cela risquait de créer des problèmes de santé publique parce qu'il y a des maladies transmissibles des animaux aux hommes et qu'on mette la population, l'épicentre du Bénin, au cœur de ces virus, j'allais dire, parce que ce qui est sûr, il doit en avoir sur cet espace mal préparé, non assaini,
où on envoie tous les puissants du Bénin. Oui, ce n'est pas normal et donc il fallait. Dommage. Mais le hic pour certains, c'est justement que l'on a vu circuler des messages annonçant ce qui allait être fait le lundi. Oui. Et qu'il n'y ait pas eu de réaction et que c'est à la phase opérationnelle qu'on se rend compte de la réaction de l'autorité. C'est là où on se demande, mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire peut-être autrement? Demander au préfet qui a pris sa décision, comme pour sauver la maison État, demander au préfet, eh bien, voudrait bien rapporter votre décision. Ça, c'est entre la hiérarchie et l'autorité préfectorale qui revient sur le terrain. Nous avons peut-être entendu vos récriminations, vos plaintes. Eh bien, on va peut-être marquer un arrêt et intégrer vos suggestions, parce qu'il y en a eu, les gens en parlant ont dit beaucoup de choses. Et puis, on pourra aller de l'avant. Et là, l'image ne se trouverait pas écorchée. Parce que le préfet, ça fait encore l'État. N'est-ce pas, monsieur Abis? Oui, c'est un segment territorial qu'il a à charge. Ça s'entend, je peux comprendre. Mais il a ce segment sous un autre qui a le territoire à gérer. Et donc, il y a des raisons que... Et donc, vous parlez du temps, la conciliation, vous auriez pu, ça, ce n'est pas la hiérarchie qui dit vous auriez pu. C'est le subalterne, le collaborateur, qui dit, qui utilise ces expressions. En matière de communication administrative, il y a il y a le vertical descendant et le vertical ascendant. Quand vous allez vers le chef, c'est dans une posture donnée. Quand le chef vient vers vous, c'est dans sa posture. Et je crois que ça là, que vous trouviez ça mal placé ou... Rien que pour l'image même de l'État. Bon. Est-ce qu'on n'aurait pu pas procéder autrement? Non, c'est l'État à un niveau plus élevé qui donne des injonctions à un segment de l'État. C'est juste un segment que l'État central agit. Ce n'est pas encore grave. Vous semblez banaliser la chose là. Non, je pense que... À la place de M. Oron-là, vous comprendrez ça. Je ne comprendrai pas parce que je pense que si je ne veux pas subir une pareille chose, je prends des dispositions pour ne pas me retrouver là. S'il n'a pas pris les dispositions, s'il n'a pas porté des gants pour aller sur ce terrain et que ça lui tombe dessus, c'est tant pis pour lui. Beaucoup suspectent que dans cette décision, il y a eu des discussions préalables, qu'il a sans doute reçu l'onction de la hiérarchie avant de passer à l'acte. Je peux vous dire que l'idée est bonne parce qu'on ne saurait accepter ce que fait nos conducteurs de minibus. Il y a des raisons que cela s'assainisse. L'idée prend départ. Ça doit faire du chemin. Et on doit mûrir donc la stratégie qui permette aux gens de voir comment est-ce qu'on va pouvoir les canaliser. On ne peut pas tout de suite, sur un coup de tête, parce qu'on en a parlé avec le chef qui a acquiescé. Alors, ça fait une occasion pour moi de montrer que je suis chef. Alors, si vous faites comme ça, et qu'il y a plus chef que vous, vous subissez. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Il a voulu montrer chef, son pouvoir sur son territoire. Attention, il y a plus élevé. Ça veut dire arrêtez tout de suite, parce que nous, au-delà de ce que toi tu es en train de montrer, chef, là, nous gérons l'État. Et quand on gère l'État, c'est dans toute cette dimension politique, dimension sociale. Vous avez vu les manifestations marché hier, c'est à 98% des femmes du marché. Il n'y a pas d'hommes encore. Et si on laisse la situation se perpétuer, les frustrations s'accumuler et que les hommes s'ajoutent, les femmes sont plus nombreuses que nous, elles prennent le devant. Nous frères, époux, nous rentrons dans ça, le pays sera ingouvernable. Arrêtons d'assailler tout de suite. Et je dis encore une fois, je félicite et je remercie le ministre Akotéon pour avoir pris ses responsabilités. Il fallait ça pour que nous sommes, vous savez que je suis un homme de la paix, pour que nous baissions la tension qui déjà n'était pas facile à gérer. Et que les gens sont en train de contenir petitement. Qu'on vient à en ajouter, je dis, c'est un élan contre la gouvernance, c'est un élan, je dis, je ne voudrais pas utiliser de gros mots, mais je dis, c'est un acteur contre la paix. Et déjà comme ça, il faut savoir fonctionner avec eux. Le monsieur Oron-là n'est pas un monsieur d'apaisement. Et si tant est que c'est ça, le ministre a de raison de le mettre dans son couloir. Vous sortez beaucoup de mots là. Et ça dit que pour la paix, il devrait être sacrifié. Je ne sais pas si l'expression est trop forte. Si vous pensez qu'il est sacrifié... Vous avez dit qu'il devrait faire les frais tout à l'heure. Vous avez utilisé ce mot. Oui. Vous allez parler tout à l'heure aussi de paix, les femmes qui ont... Si pour la paix... Le ministre a vu le danger venir et il fallait sacrifier un collaborateur. Bon, si tant est qu'un individu par rapport à toute la masse de personnes qui a dû manifester, et ça c'est juste une frange de la population en liesse, et que ce marché s'embrase. Et comme je dis là, que nous, Marie, nous mettons dans ça, que les frères se mettent dans ça, je dis ça pour la paix.
et que la décision d'un individu, et que l'individu peut-être, comme vous le dites là, soit sacrifié pour la paix, je dis ce n'est que justice, parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Je reviens sur la question de l'image de l'autorité à la base. Vous en dites quoi? L'image de l'autorité à la base, bon, je crois que ça pourra se corriger parce que le temps finira par avoir raison de nous pour dire, bon, il a fait ceci. Parce qu'on a vu des gens qui ont dû commettre des impairs, qu'on a dû rapporter d'une façon ou d'une autre. Bon, avec le temps, ça va se dissiper. Mais aujourd'hui, c'est impératif, c'est urgent. Je dis, c'est bien, c'est fait pour que la paix règne. Parce que nous sommes dans une période suffisamment sensible. Dans 1 an et demi, on va vers une élection cruciale. Monsieur Ablessi, vous sortez des choses là. Donc il pourrait y avoir des données politiques aussi dans ça. Du petit calcul politique. Il y a de raisons qu'il y a de calculs politiques. Nous sommes en politique. Il y a de raisons qu'il y a des calculs politiques. Au vu de l'environnement où, vous savez, avec les élections qui sont passées, il y a eu des couacs. On est en train de dissiper. Des gens sont mis aux arrêts. Avec nos démarches ici et beaucoup d'autres ont dû travailler pour que le climat soit en train d'être apaisé et que quelqu'un vienne à mettre encore le feu à la baraque. Cher ami, il y a de raisons qu'on le mette hors d'état de nuire. Ça, je dis, c'est qu'il est mis hors d'état de nuire par rapport à la paix. Par rapport à la paix. Oui. Alors, parlant politique, beaucoup ont fait aussi effectivement des analyses dans ce sens. Son ministre de tutelle se trouve être l'un des leaders du Parti du Renouveau démocratique. Oui. Je suis sûr que les personnes fortement touchées par cette décision viennent pour le grand nombre du département de l'Ouest, c'est bonne dame du marché ou autre, fief du PRD, mais lui, préfet, est du BR, votre formation politique. Oui. Alors, quand on croise les éléments, vous essayez de sauver ici ce plateau-là l'image de votre formation politique en oubliant le militant, c'est ça? Il faut quand même un peu d'enveloppe. Est-ce que le PRD n'est pas suffisamment proche du BR? Le PRD est un parti suffisamment proche du BR aujourd'hui. Ah bon. Je ne vais pas anticiper sur certaines choses que vous savez. Et donc, non, on est là pour apprendre. Le BR est en train, le PRD est suffisamment proche du BR aujourd'hui. Bientôt une fusion entre les deux formations. Pourquoi pas? Ça se discute à des niveaux où je ne suis pas. Mais je sais que des discussions sont en cours pour que cela soit. Parce qu'il y a la barrière des 10% qui avait affecté le PRD. Pour résorber cela, il faut des alternatives. Et donc, par rapport à ça, le PRD cherchant des alternatives pour transcender les barrières de 10% qui l'avaient empêché d'avoir des représentants dans certaines communautés, bon, est en train de faire des démarches vers le BR, que je dis. Donc, c'est son parti politique aussi. Et si tant est que c'est ça, et qu'un individu du groupe se comporte... Ça peut laisser individu, est-ce que vous ne voyez pas l'expression? C'est quand même une autorité. Mais avant tout, autorité, c'est Dieu qui donne. Excusez-moi, moi je pense que nous mettons tout dans des choses éphémères. Mais il y a quelques mois en arrière, c'était pas ce qu'on disait. Avant, quand je disais qu'il était passé par moi pour rentrer dans le bloc, dans Bénin en route, puis le bloc républicain, bon, il était comme, donc il deviendra comme vous et moi. Comment ça signifie devenir vous et moi? Oui, parce qu'il sera encore un individu ordinaire. Il va quitter le poste préfectoral. Il a quitté le poste de ministre. Il a fait une traversée de désert, si on peut parler en ces termes. Il s'est retrouvé encore. Mais ce qui ça aussi partira. Tout finit par finir. Non, mais donc, vous utilisez beaucoup de mots, ça aussi partira. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez il finira pas à partir de ce poste, non? Okay. C'est pas le champ de son père. Okay. C'est le bien à nous tous. Et qu'il ait eu l'opportunité de gérer une portion du pouvoir d'État, c'est tant mieux pour lui. C'est tant mieux pour son image. Mais qu'il ne fasse pas en sorte que ça se distille mieux. Donc on peut dire que c'est son image par rapport à l'image de grands groupes. Oh, bien sûr, non, c'est son image. C'est ça, c'est l'individu. Ce n'est pas la préfecture, ce n'est pas le parti Bloc républicain qui est affecté. Non, c'est M. Roulard qui est affecté. Parce que là, c'est de lui qu'il s'agit. Ce n'est pas du parti qu'il s'agit. Encore que, je ne veux pas dire mais là, ce qui est paradoxal dans ce que vous nous présentez là, ça a été la fierté du BR. Le ministre, porte-parole, fierté du BR, préfet, fierté du BR. Le BR, d'une manière ou d'une autre, en difficulté là, vous ne vous sentez pas un peu mal à l'aise? Vous savez, l'homme n'est pas pour connaître un homme, il faut le pratiquer.
Et donc, c'est dans la pratique qu'on découvre qui est l'autre. Bon, BR proche de PRD proche du BR, comme je le dis, donc on PRD BR ensemble, et que de la hiérarchie pour deux partisans du même parti politique, et que ça se passe comme ça, c'est ça qui vous gêne. Mais je crois non, on pose des questions, on veut comprendre, non pas qu'on est gêné. Mais si tant est qu'un individu du groupe en qui on a laissé une parcelle de pouvoir fait mal et qu'on ne rattrape pas, c'est en ce moment que l'image du parti serait en jeu. Parce qu'on va se dire, attention, il est du BR, et l'autre aussi, son chef est du BR, et ils font ça, ça veut dire que le parti n'est pas sérieux. Mais nous sommes un parti sérieux. Nous sommes un parti sérieux, donc le ministre à Cotillon, proche du BR, comme je dis, je ne suis pas au niveau des discussions, mais je pense que quelque chose se fait, proche du BR, qu'il rapporte ce qu'a fait ce collaborateur pour l'image du parti et donc du pays, c'est tant mieux pour nous. Et nous, je pense que globalement, on s'en félicite. Moi, en tout cas, moi, je m'en félicite. Et j'espère que ma hiérarchie aussi va s'en féliciter. C'est l'image du groupe qui était en jeu. Et donc, le ministre a rattrapé ce qui était rattrapable. C'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux. Et quelle pourra être la suite de ce dossier ? Mais là, je vais donner ma langue au chat parce que je ne suis pas de la hiérarchie, ni politique, ni administrative, pour dire la suite à donner. Seulement, je veux demander au président de faire attention parce que le président de la République, le président de la République, de continuer à faire attention à ses collaborateurs. Il y en a qui sont des taupes. Il y en a qui servent des causes inavouées dont il doit faire attention parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en cette période préélectorale, des gens on se prenne l'initiative. Vous mettez tellement d'accent sur ça ? On ne peut pas comprendre qu'en cette période préélectorale, on prenne l'initiative de perturber le quotidien des Béninois qui déjà se trouve difficile du fait des réformes. Les réformes ne perturbent pas la population de la base. Les réformes présidentielles perturbent les administratifs et certains hommes d'affaires qui, dans un moment donné, ne payaient pas les impôts et tout ça. Donc ça s'entend. Et donc on disait que il y avait l'argent ne circulait pas. C'est de ce fait. Maintenant que quelqu'un prenne l'initiative de perturber le quotidien des Béninois, de nos épouses, de nos sœurs, de nos mamans, moi je dis ça c'est suicidaire. Et qu'il en fasse les frais, c'est tant mieux pour la paix. Mieux pour la paix. Mais monsieur Mathieu Arlissi, 2023, c'est vrai. C'est si loin, mais c'est si proche parce que qui va loin, mais ça tout à fait, et c'est pourquoi ça se passe comme ça, je suis d'avis. Vous, donc, vous préparez déjà 2023 maintenant, alors que certaines formations sont encore à se chercher. Et pour ça, tout est possible. Si les partis politiques qui se cherchent là n'anticipent pas sur les choses, ils viendront encore à crier à l'exclusion, et ce serait tant pis pour eux. Vous savez comment je dis les choses. S'ils ne s'activent pas tout de suite pour voir les copies à corriger, les fautes à relever de leur ancienne copie pour se mettre en phase avec toutes les dispositions en vigueur, les 10%, la barrière des 10%, comment faire pour transcender cette barrière, comment faire pour enregistrer mon parti, ainsi de suite. Et qui ne fassent rien, et qu'au dernier moment ils trouvent que voilà, il y a exclusion, on va encore avancer sans eux parce que je dis le Bénin doit se métamorphoser. Et la métamorphose actuelle est salutaire pour nous qui pensons que ce qui se fait est très bien. Ce n'est pas que c'est exemple de faute, parce que ce n'est que Dieu qui ne commet pas de faute. Donc il y a peut-être des coquilles que je demande aux acteurs politiques de l'opposition de corriger, de relever pour que nous fassions mieux, mais s'ils ne se prennent pas au sérieux dès maintenant, un admis, c'est comme demain. C'est comme demain, s'ils ne se prennent pas au sérieux, ils auront leurs yeux que pour pleurer. Alors, au lendemain de cette décision du ministre rapportant la décision du préfet, la liesse populaire qui a suivi, conduite par la plupart des femmes, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, on entendait un nom paru comme le Messie pour ces situations-là. C'est le chef de l'État. Oui. Tous les regards s'étaient tournés vers lui, le remerciant pour avoir été à l'écoute. N'est-ce pas jouer avec le nez des populations, chercher à endormir vous savez que les populations, nos dames agissent de façon directe. C'est leur ressentiment qu'elles ont exprimé. Parce que ça ne pouvait pas se faire en ces termes si le ministre n'avait pas tenu informé son patron de ce qui s'est passé lundi, mardi. Et si on continuait, ce qui pouvait se passer, on ne sait pas. Alors, comme on ne maîtrise pas, il vaut mieux arrêter. Et comme je dis, au-delà de la misère qu'on fait à nos sœurs, c'est la situation sanitaire qu'on pourrait créer.
Je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'aller sur le parc. Encore, de l'autre côté, c'est pareil. Parce que c'est dans la Gadou qu'on envoie les taximens. Là encore, c'est insalubre. Vous parlez vraiment comme le citoyen lambda. On a quand même entendu l'autorité communiquer. Il y aura des latrines il y aura. Ultra modernes. Il y aura. Mais c'est le langage du politique. Pourquoi parlez-vous comme quelqu'un qui... Non, moi je suis de la communauté. Je parle de ce que j'ai vu. Et parlant de ce que j'ai vu, vous avez vu les gens dans la poussière, à l'abattoir. Vous avez vu les gens dans la boue, dans la Gadou, comment l'appelle-t-on, à Ruiho. Et ça, ce n'est pas bien. On ne peut pas planifier la vie de ses compatriotes de cette façon. On ne peut pas gérer ces populations comme ça sous prétexte qu'il faut gérer les gens de main de fer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand vous le faites, vous payez cash. Nous sommes en politique. C'est eux, nous mandons. C'est ces femmes, nous mandons. Il n'est pas là sans ces femmes-là. Et s'il ne se reconnaît pas être mandaté par cette femme, je dis c'est tant pis pour lui, il fait les frais. Et globalement, vous savez que je vous ai dit, j'ai rien contre le ministre Orunla, mais j'ai tout comme ça, c'est posture naturelle. Naturellement, c'est pas le monsieur qui sait arborer l'humilité. Et c'est le monsieur qui pense qu'il est au-dessus de tout, qui sait réfléchir que tout le monde et qu'il est plus malin que tous. Ah bon? Lorsque vous vous comportez comme ça, vous ne tombez que dans des travers comme je vois là. Non, si vous l'avez pratiqué, vous l'auriez dit. Ceux qui l'ont pratiqué peuvent en témoigner. Vous trouvez ça beaucoup plus personnel que un acte vraiment consensuel. Parce que si c'était consensuel, ça ne se serait pas rapporté comme ça. Et si c'est consensuel, que je connais le président Talon, il ne va pas envoyer les gens dans cette misère. Il ne va pas envoyer les gens dans cette poussière de je ne sais quoi, de bouse de vache. Il ne ferait pas ça. Il n'allait pas envoyer les gens dans la Gadou de Ouïgho. De près pour voir ce qui va se passer, mais on se rappelle, parlant de décisions touchant la masse populaire, cette opération concernant les mots dans ce pays, la connexion Internet, le tollé que ça a généré, l'autorité qui a dû tout laisser tomber, promettant une certaine amélioration. Et puis après, le constat des consommateurs, c'est qu'il n'y a plus de bruit, de communication pour dire que les coûts vont subir quelques modifications, mais chacun a constaté que vraiment, on est revenu à la charge. Qu'est-ce qui pourrait se passer demain si la mesure revenait? Je vous dis, les mesures pourraient revenir parce que on est d'accord qu'il faudrait que l'environnement, le système du transport soit assaini. Et que ce soit qu'il y ait des réformes dans ce sens. Mais ça doit être planifié, bien préparé. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et comme je dis, connaissant la perspicacité du président Talon, si il avait l'information que c'est dans ces conditions qu'on a pris cette décision, il n'aurait pas laissé faire. Peut-être que le ministre n'avait pas toutes les informations sur les dispositions préparatoires de cette ordonnance préfectorale. Et donc moi je crois que c'est un peu trop, je ne vais pas dire de zèle, mais c'est un peu trop prétentieux de la part du ministre Orunla. Et là, quand vous êtes prétentieux, vous faites les frais. Rien à dire. Rien à dire. Oui. Vous êtes prétentieux en politique. Attention, les prétentions, c'est normal. Si vous n'avez pas les moyens de vos politiques, je ne sais pas, vous faites les frais de la politique. Et donc, moi, je crois qu'il a été un peu trop prétentieux, si tant est qu'il n'avait pas tout présenté un bon dossier bien préparé à la base, à sa hiérarchie. Parce que je dis, en bout de ligne, ce qu'il a prévu n'est pas mauvais. Ce qu'il pense faire n'est pas mauvais, mais c'est mal fait. Quand c'est mal fait, il faut corriger. Donc, ce que je dis, voilà, c'est ça. Il a voulu juste aller forcer le passage pour son paraître. Okay. Pour son paraître. Et là, quand le paraître disparaît toujours. Le paraître est en train de disparaître. Monsieur Avlissi, vous avez promis de dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, dans cette hypothèse-là, lorsque vous, en tant qu'autorité, de la part de votre collaborateur qui s'engage sur une piste et vous êtes informé, ne serait-il pas plus bienséant ou au moins très indiqué que vous exigez qu'on fasse savoir le contenu de votre projet dans les détails? En temps normal, c'est ce qui devrait être. En temps normal, c'est ce qui devrait être. Mais c'est en quel thème le dossier a été présenté au ministre, je ne sais pas. Mais je dis tel que c'est. Et ça a été présenté en ces termes, dans ce qu'on a vu là, au ministre, et qu'il ait accepté
là, lui aussi, il est en faute. Vous savez comment dire, lui aussi. Alors, bon, là, est-ce que le chef de l'État devra, quand on reste dans votre hypothèse, essayer de fouiller ce dossier, comprendre réellement ce qui s'est passé, pourquoi on en arrive là? Parce que c'est tellement pas bon pour l'image de la République qu'on aille en avant et on revienne en arrière, qu'on attende d'avoir d'abord, comme on dit, les séquelles là, les problèmes avant de... Non, les problèmes n'ont véritablement pas commencé. C'est la misère qu'on fait subir aux populations mais les conséquences que ça devait engendrer ne sont pas là. C'est les conséquences qu'on a dû arrêter. On fait de la misère aux populations. Pour maintenant que le ministre soit informé et qu'il ait laissé faire, attention, il revenait. Parce qu'il n'y a pas de raison que le préfet, dans sa position, se dise justifié par le commandement de l'autorité légitime. Il ne peut pas se justifier par le commandement, parce que le ministre a dit de faire, il le fait. Parce que sur le niveau de responsabilité où il est, ne lui permet pas ça. En droit, il n'a pas le droit d'être justifié par le commandement de l'autorité légitime. Donc, il n'est pas justifié. Donc, à supposer que le ministre l'aurait instruit, il devrait lui-même... Il devrait dire, attention, dans ce contexte-là, tel que ça se présente, ce n'est pas voici les appréhensions que... Et là, si dans tout ça, là, ça se dit aujourd'hui, je le connais, vous le connaissez, il serait monté au créneau pour dire, regardez un peu ce que j'ai dû faire. Donc, ce n'est pas bon. Vous feriez ça, à supposer que la hiérarchie est fautive, vous monterez au créneau pour expliquer? Pardon, il y a une chose. Oui. Lorsque j'ai produit un document que vous avez validé et que la mise en œuvre pose problème et que vous me rabaissez à ce niveau, je dis, je vous concède votre pouvoir. Mais vous allez démissionner. Je vous concède votre pouvoir, mais voici ce qui m'a justifié mes actions. Et au vu de ça, vraiment, je préfère vous laisser votre tablier parce que si je ne peux pas travailler de façon orthodoxe, alors je ne sais pas ce que je fous ici. Ça, c'est ce qui est normal. Mais le Bénin ne sait pas faire ça. Pour les petits intérêts de tous les jours, là, on ne sait pas faire ça. Parce qu'en temps normal, si tant est qu'il a fait le travail comme je le dis, et que ça se passe comme ça, il doit pouvoir dire, prenez votre tablier. Sérieusement, c'est ce que vous en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Si j'ai fait le travail normalement. Si c'est pas ma faute que c'est venu, je subis. Parce que là, j'ai dit, là, j'ai fauté, on m'a tapé dessus. Je n'ai pas de raison de chercher à justifier quoi que ce soit. Mais je fais mon travail normalement. Je fais un dossier qui a été validé. J'ai la signature de toute ma hiérarchie. Dans ce contexte-là, parce qu'ils savent que c'est dans ce contexte que je veux mettre en œuvre. Je mets en œuvre. Et qu'on me rapporte de cette façon, attention, je dis, prenez votre tablier. Et je vais monter au chrono pour dire, voici ce que j'ai fait parce que mon image est en jeu. Moi, tel, voici ce que j'ai fait. Et dans ces conditions, si on m'a sacrifié, j'accepte, je prends acte de ça. Pour votre poste politique, prenez. Oui, j'espère qu'on saura un peu plus sur ce qui en est réellement. Mais pour l'instant, beaucoup se réjouissent et les activités ont repris de plus belle au niveau des différents postes de travail. Les gars ont repris aussi leurs activités comme cela se doit. On a vu le directeur général de la Sogemo aussi qui est descendu sur le terrain pour assurer les bonnes dames. Comment vous appréciez cette démarche? Il est dans son rôle. Il est directeur du marché qui a été affecté à un moment donné. La décision a été prise par le préfet qui a la gestion du territoire. Bon, il a laissé faire parce que il est dans un élan de subordination administrative. Ça c'est fait. Et maintenant, le plus haut dit, attention, arrêtez-moi ça. Il faut qu'il y a de raisons qu'il aille vers ses administrés. Parce que les dames du marché font partie de ces administrés pour leur dire, s'il vous plaît, voilà, excusez ce qui s'est passé, vous savez que ça ne venait pas de moi, mais je crois à l'avenir. C'est une façon, c'est normal, c'est managérial. Moi, je lui concède. Je lui concède. Et il n'y a pas de reproche à lui faire particulièrement. Qu'il aille rassurer ses administrés. Attention, c'est le contraire qui allait peut-être pas être bien parce qu'il faut être un pour dire ce sont nos parents qui sont là. C'est nous, c'est une partie de nous qui se retrouve dans les marchés. Qui n'a pas de parents au marché d'Antwerp? Si c'est pas dans le marché, c'est dans d'autres marchés et qui dont l'épouse ne veut pas faire les emplois au marché d'Antwerp. Alors, s'il vous plaît, c'est notre chose. Mais gérons ça au mieux. Gérons ça avec socialisation. Ça a manqué un peu. On n'a pas socialisé avec la prise de décision. Il faut prendre une décision qui tienne compte du social et donc de la paix. Il faut prendre une décision qui tient compte de la socialisation et donc de la paix. Et parlant de paix, on s'approche graduellement des fêtes de fin d'année. Et ce n'est pas de toute quiétude, vous l'avez constaté. On fait des pieds et des mains pour que la calmie soit. Qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, votre constat par rapport aux efforts qui se font dans ce sens?
Et vous savez que globalement, comme je disais tout à l'heure, les réformes ont affecté les finances de beaucoup de classes, de beaucoup de personnalités, en fonction des secteurs dans lesquels nous exerçons pour gérer notre quotidien. Et donc, cela s'entend que vers cette fin d'année où on a la propension de faire plaisir à nos proches, à nos amis, à nos beaux-parents, à nos parents, ainsi de suite, qu'on n'ait pas toutes les ressources pour faire ça. Ça fait déjà des stress que nous gérons. Et si au-delà de ces stress, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Que chacun essaie de se ramener à son enveloppe financière, à son revenu réel et planifier les choses en conséquence. Parce que ce qu'on ne vivait pas le passé, et comme on s'entend pour le dire, on avait la propension à vivre au-delà de ce que nous sommes en réalité. Et ça nous affecte. Parce que nous avions eu par le passé des revenus parallèles qui nous ont donné un niveau de vie qui n'est pas le niveau de vie réel que devait nous donner notre revenu. Maintenant qu'on en est là, ça nous affecte. Que ça nous affecte et que parlons à nos épouses, parlons à nos enfants, pour leur dire, les chers enfants, excusez-nous, le pays est en train de s'assainir, mon revenu c'est toujours ça n'a pas changé, mais il y a que certaines choses que je faisais, je n'ai plus les aptitudes de faire ça. Et expliquons les choses aux enfants, parce que si vous ne le faites pas, les enfants vont s'en prendre à vous, c'est comme si vous les sacrifiez, vous les sevrez de leurs droits, et ça ne fait pas bien. Ça pourrait les braquer contre vous. C'est de tout point de vue que le menuisier, que le maçon, que le journaliste que vous êtes, que nous, je ne sais pas, entrepreneurs que nous sommes, que chacun parle le langage franc dans son foyer pour être compris par son épouse, par ses parents, par ses enfants. Et là, la paix sera. Moi, j'ai dit, tout ce que nous devons faire devrait abonder dans le sens de la paix. Et la paix, déjà, ça commence par la paix dans la famille. La paix dans la famille, vous l'avez très bien dit. Et si ces bonnes dames ont donné de la voix, c'est justement ça. S'offusquer de ce qu'il y avait vente, ça ne rentre pas encore. Il faut dépenser encore une fortune pour se déplacer. Oui. Alors, que faut-il faire? Vous avez donné quelques conseils, que chacun puisse se contenter de ce qu'il gagne. Tout à fait. Utilise rationnellement. Voilà, beaucoup de rationalité dans nos dépenses. Mais maintenant, lorsque on travaille et les entrées ne sont pas forcément au rendez-vous, et que dans le même contexte, le cas de ces nombreux Béninois que vous connaissez, qui sont à la maison, malgré eux, non pas qu'ils ne savent pas faire, parce que les entreprises ont dû fermer, ça n'entre plus. On fait comment pour aborder la nouvelle année sereinement, et que les entreprises ouvrent, celles qui ont fermé, et que celles qui voudraient, il y en a qui veulent entreprendre personnellement, mais qui ne peuvent pas. Il paraît que l'environnement n'est pas si aisé pour entreprendre. Je ne trouve pas que l'environnement soit aussi compliqué que ça pour entreprendre. Mais comme je le dis, et comme vous pouvez constater avec nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup, les entreprises ont fermé, beaucoup sont à la maison, et c'est pourquoi je dis, cette décision rapportée est salutaire pour notre pays, parce que... Les entreprises fermées là? Non. Les entreprises fermées, sont fermées, donc les parents sont à la maison. Oui. Beaucoup de pères se retrouvent à la maison. Tout à fait. Et donc, ça fait un manque à gagner pour ces familles-là. Tout à fait. Et ces parents, pères que nous sommes, se rabattent sur leurs épouses qui sont dans les marchés, qui se battent au quotidien pour assurer le quotidien de la famille. Et qu'on aille perturber ça. Vous voyez ce que l'apporté de ce que je dis là. C'est là le danger. C'était une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Si on laissait la situation perdurer, c'est une bombe parce que vous venez de dire, papa est à la maison, petit frère a fini les études, n'a pas trouvé de travail. C'est maman qui se bat peut-être avec le soutien de ci ou ça pour gérer le quotidien à travers les ventes de ci ou de ça au marché. Les gens se déplacent pas, ne viennent pas acheter. Il faut que les gens... Et puis vous pensez que ça n'allait pas s'exacerber. Ça va tout de suite exploser. Et c'est pourquoi soyons dans des projections de ce qui pourrait se passer demain. Et quand vous ne projetez pas, vous prenez des décisions ordinaires pensant que j'ai un pouvoir que j'exerce. On n'exerce pas un pouvoir comme ça. Ça s'exerce avec socialisation. Et ça, c'est de ça que vous parlez. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour que le pays s'emporte mieux. Si on ne fait pas ça, vous avez vu des choses qui se passent il faut faire attention. Il faut faire attention. Éviter que la situation sociale ne dégénère. Si on laisse dégénérer, la récupération devient impossible. Merci, monsieur Mathieu Ablessi. Ça, c'est la contribution de chacun en tant qu'individu, le citoyen lambda. Mais essayons d'aller un peu au-delà pour l'entrepreneur que vous êtes. Oui. Qu'est-ce que l'État peut aussi bien faire pour permettre à ce que ça cesse de fermer et que ceux qui ont fermé puissent ouvrir et que d'autres
viennent encore implanter. C'est vrai que, comme vous savez, je suis gestionnaire de cabinet, je suis gérant d'un cabinet de prestations intellectuelles. Ce n'est pas facile pour moi. Je ne vais pas aller dans les détails. Je pense que beaucoup, comme moi, sont en difficulté. La situation étant pour ne pas accumuler de dettes fiscales. Et je demanderai à chacun qui se retrouve en difficulté d'écrire pour dire que cette année je n'ai pas fonctionné, pour qu'on ne leur calcule pas les impôts de l'année. Ce faisant, c'est que l'année suivante, quand ils vont revenir, vous dites attention, j'ai quelques perspectives, je pourrais redémarrer qu'on les observe et qu'on passe un coup de chiffon dessus, parce que l'année précédente, ils n'ont pas travaillé. Mais si vous ne dites rien, ça pourrait se calculer pour vous. Vous allez trouver que vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien fait, et puis là, les impôts vous pressurent. Je crois qu'il y a des démarches à faire. Sinon, je n'ai pas toutes les informations, je ne suis pas fiscaliste, qui s'approche de leur fiscaliste pour la démarche adéquate à adopter pour que, en son temps, on ne leur calcule pas des impôts indûment. Et c'est ça qui serait, comment on appelle ça, suicidaire pour les entreprises. Et donc, le reste du temps, pendant qu'il n'y a rien, que chacun voit dans quelle mesure, si son épouse vend du pied-wata, qu'il travaille à la maison pour préparer le pied-wata avec son épouse pour que la quantité soit plus grande à la vente. Et donc, chacun n'a qu'à voir sur quoi se rabattre le temps de se repositionner par la suite. Dans la vie, rien n'est linéaire. Tout est dynamique. Oui, j'étais dans telle posture. Ça ne va pas quelle posture est là aujourd'hui, quelle opportunité est là que je peux saisir pour gérer mon quotidien. Ça, c'est le plus important. Que chacun essaie de voir les alternatives qui s'offrent à lui pour gérer le quotidien, le temps de rebondir par la suite. Parce que nous sommes dans une transition. Demain sera meilleur pour chacun. Lorsque tout sera bien implanté, lorsque tout va s'installer, moi, j'ai la conviction que demain sera meilleur pour chacun, pour les salariés, pour les entrepreneurs et pour les vendeurs au marché. Et ce n'est que ça. Si on ne connaît pas la transition, on ne connaîtra pas le développement. Donc, faisons l'effort d'accepter que quelqu'un nous aide à sortir la tête de l'eau et de façon plus digne, plus sage et plus pérenne. Bien compris. Mais demain, c'est aussi les 4 prochaines années, pour le dire ainsi, oui, en se référant au programme d'action du gouvernement, placé sous le signe du hautement social. Oui. Alors, cette prospérité, les populations pourront l'avoir quand? En 2022, 2023, pour faire pratique en restant collés aux actions du gouvernement. Oui, en restant collés aux actions du gouvernement, j'ai vu la dernière fois les ministres qui sont passés à l'Assemblée défendre leur budget de l'année 2022 avec beaucoup de par exemple, quand je prends les infrastructures, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, 21 ou 22 secteurs ou bien de trajectoires à bitumer, à reprendre ou à faire. Je dis, et là, vous savez que c'est déjà là un plan de développement. Vous savez, les 2 KP, ça fait un grenier de coton. Et puis, toujours, c'est pour partir de Djougou à Banikwara, ce n'est pas le passé. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois en voiture. Je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça fait. Mais bitumer, vous avez à faire ça peut-être en 3-4 heures. Vous pouvez faire l'aller-retour. Et tout ça, ce serait bien pour le développement. Et c'est des choses, ces infrastructures qui vont être installées, ça appelle des actions, ça appelle du travail. Et autour de ça, des gens qui peut-être étaient ouvriers dans des entreprises fermées pourraient retrouver des positions dans ces entreprises pendant les 4 ans. Ça travaillerait. Le temps qu'ils se repositionnent sur d'autres secteurs. Je crois que nous avons la culture du fonctionnariat. C'est ça qui aussi perturbe un peu. Mais le travail, je peux parcourir 5, 6, 7 entreprises avant d'être admis à la retraite. Il suffit qu'à chaque fois, ma cotisation, je la paye. La part sociale, que je la paye pour préparer ma retraite. Donc ce n'est pas je suis agent de telle structure, voilà, je m'en fais. C'est ça ce qu'on nous a appris pendant tout le temps. Et ça nous a sclérosé. Il faudrait qu'on sorte de ça pour dire attention, je peux avoir un emploi de 6 mois, je peux avoir un emploi de 2 ans, je peux avoir, en bout de ligne, je capitalise ce que je dois capitaliser pour faire valoir mes droits à la retraite. C'est cette posture que nous devons faire prendre par nos enfants, abréger par nos enfants, pour qu'ils se disent attention, ce n'est pas le agent de l'État, ce n'est pas, ça ne fait même pas la vie d'un homme, parce que il n'y a pas de fonctionnaire qui soit riche. Ça vous convenez avec moi. C'est ça qui pose le problème qu'il y a aujourd'hui. Vous savez que il y a des agents de l'État, c'est ça les réformes amènent, des agents de l'État qui justifient de plusieurs milliards sur des comptes, et ça c'est une parenthèse. Vous voyez que quand on retouche ça, on trouve que ça fait mal. Lorsque vous êtes salarié, je ne sais pas comment vous pouvez avoir milliards. Un salarié qui a milliards, il a des raisons qui justifient. Et s'il a fait des activités parallèles qui lui permettent d'avoir ses ressources,
alors qu'ils paient les impôts sur ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la chasse aux sorcières. Mais je crois que ça s'interprète dans tous les sens aussi. Ça fait partie des réformes. Et tout ça là, mis bout à bout, les Béninois s'en porteront mieux et le Bénin s'en portera mieux. Plaise à Dieu que ce qui se fait aujourd'hui, accompagnons, plaise à Dieu que ça aboutisse. C'est tant mieux pour nous. Ok. On croise les doigts pour le Bénin parce qu'il y va de la vitalité au quotidien de tous. Tout à fait. Mais alors, il paraît, pour ceux qui ont déjà expérimenté ce dont vous parlez, pouvoir aller d'une petite tâche à une autre et ensuite réunir ceci et en faire un fonds de roulement au besoin, c'est que le travail à la tâche vous permet à peine de répondre à vos besoins, sinon de régler le quotidien. Donc cela pose le problème du revenu. Est-ce que dans ce hautement social qui, en tout cas, beaucoup attendent, on ira vers des paiements plus conséquents? Je présume parce que le niveau du SMIC au Bénin n'est pas bon. Et si tant est qu'on veut faire du social, c'est à partir de là. C'est combien le travailleur le plus bas, à combien il est payé. Et ça part de là pour remonter la pente. Et ce n'est qu'à partir de ce moment, chacun à son niveau devrait pouvoir se planifier à partir de ce revenu que j'entends s'améliorer. On peut se dire, si tant est que le revenu là ne me permet juste de gérer, ne me permet à peine de gérer mon quotidien, et on dit en fond, non, apprenons à faire des réserves sur le peu que nous gagnons. Et c'est avec ça, planifions d'entreprendre quelque chose. Soit, pourquoi pas le champ? Planifions peut-être de voir chaque mois là, je mets un temps de côté. L'année prochaine, je vais faire un champ de maïs de telle envergure. Ça me dispensera de la campagne suivante d'aller acheter du maïs parce que j'aurai du maïs à la maison. Et ainsi de suite. Moi, je crois que tout est question de planification dans la vie. Et quand vous n'avez pas vu planifier et que vous pensez que vous pouvez faire du mimétisme, l'autre vit comme ça, je vais faire ça, l'autre, je crois que ça ne marche pas. Que chacun essaie de se planifier en fonction des alternatives qui sont à sa disposition. On peut se porter mieux. Pour faire mieux vivre sa famille. Et c'est la vie élevée de chaque famille qui va faire la vie élevée de la communauté. Oui, mais est-ce que la planification à elle seule, dans le contexte béninois, suffira? Vous avez parlé par exemple du SMIC, moins de 50 000 francs. Oui. Le coût de vie est ce qu'il est. Cotonou, Porto-Novo, les grandes villes. Vous avez ça rien que pour vous. Et il se trouve malheureusement qu'il se retrouve avec épouse et enfants. Et on a ce statut-là. Et en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, récemment, il a été dit qu'il ne sera pas question de modifier le SMIC. Est-ce que sur ce plateau, vous rassurez les Béninois qu'au registre du socialement, du hautement social, il y aura une augmentation du SMIC d'ici là? Je présume, comme j'ai dit, je n'ai rien confié, j'ai dit je présume. Mais il n'y a pas que ça qui permette aux gens de voir dans quelle mesure je gagne 50 000 aujourd'hui et j'ai telle charge. En fonction de ces charges, lorsqu'on vient à me retirer certaines charges, ça me fait faire déjà des économies parce que malgré mes 50 000, je couvre ces charges-là. Et c'est un peu ça doit être pris dans le sens du hautement social. Lorsqu'on prend le projet santé, vous demandez à l'État le projet santé, Arche ou tout ça, où les artisans seraient mis dedans pour voir, donc ils auraient des soins de qualité à moindre coût. Et ça n'a pas de coût parce que lorsque un enfant fait un simple palu que vous amenez à l'hôpital, vous savez ce que ça vous coûte. Et lorsque vous avez une prise en charge et que vous ne dépensez plus, ça vous fait de l'économie. Et je crois, ne voyons pas toujours tout. Je présume que le SMIC serait retouché. Je présume. Mais avant que le SMIC soit retouché, ainsi la stratégie mise en œuvre par le pouvoir central se dit attention, je vais dégraisser les charges de chaque individu pour lui permettre de faire des économies. C'est aussi une façon de faire du social. Et ça, c'est même plus expressif parce que augmenter 1000 fois sur le revenu d'un salarié fois le nombre de salariés que nous sommes, regardez un peu ce que ça fait. Mais il suffit de mettre en place des infrastructures qui permettent de retirer, bien de consommer les charges de vie au quotidien au niveau de chaque foyer, que voilà la vie, les gens s'en portant mieux, les gens ne faisant plus régulièrement des crises de paludisme parce que dormant toujours sous moustique, et ainsi de suite, ça pourrait leur faire des économies. Je dis donc que nous ne voyons pas toujours tout dans le sens de oui, je gagne 50 000, alors je gagne maintenant 100 000.
En plus, vous pouvez gagner 100 000 sans pouvoir être aussi heureux que celui qui a 70 000. C'est sûr. Parce que c'est toujours la gestion qu'on en fait. Voilà. Maintenant, mais quand on intègre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la réalité du coût de vie. Oui, c'est vrai que la réalité du coût de vie au Bénin, vous savez, 50 000 aujourd'hui, pour vous et moi, ça ne fait pas vivre un an. Mais il faut préciser que le SMIC n'est pas à 50 000. C'est une façon de parler. Donc oui, moins que ça. Moins que ça. Je ne parle que ça permet ça permet même pas de survivre. Mais vous savez que nous avons dans ce pays, nous avons une magie. La magie est que nous ne nous contentons pas seulement de notre revenu. Je suppose un instant, j'ai des amis dans mon quartier là-bas, Calavi où j'habite. Voilà, la parcelle s'est construite. Puis juste là, j'ai été chez un ami professeur de philosophie, mais derrière sa maison là, c'est un champ de manioc. Et je suis allé dire, mais comment? Mon grand frère, on est allé déterrer des manioc, on a braisé, on a mangé. Bon, ça c'est déjà de l'économie parce qu'il a reçu son ami avec des manioc braisés qu'il a pris. Je ne dis pas que tout le monde pourrait faire ça, mais trouvons les alternatives qui nous permettent de vivre simplement et bien, et sainement. Parce qu'on a mangé sain, on a blagué pendant des heures, et puis chacun est rentré chez lui, heureux. C'est nous-mêmes qui créons notre monde. Apprenons à créer notre monde en fonction des moyens dont nous disposons. Et apprenons à vivre heureux dans ce que nous avons. Et si on va faire du mimétisme, on va d'abord se détruire moralement. Et tout part de la tête. Si vous êtes heureux de ce que vous avez, de ce que vous faites, de ce que vous vivez, le reste, les autres peuvent dire quoi, ils peuvent faire quoi. C'est pas le plus important pour vous. Et dans ça, vous allez vous sentir mieux. Vous vous sentir mieux. Les gens vont vous percevoir très bien. Et voilà un peu ce que je suggère aux Béninois. Vivons de façon simple, avec nos revenus. Mettons les alternatives dont nous disposons, comme je dis là, parce que nous sommes tous quand même enfants venant de quelque part. Le champ n'est pas extérieur à nous, en tout cas pas à moi. Le champ n'est pas extérieur à nous, l'élevage n'est pas extérieur à nous, ainsi de suite. Faisons ce que nous allons pouvoir faire pour que, voilà, à côté, voilà, j'ai besoin de manger un poulet aujourd'hui. On regarde à côté, on attrape dans la cour les poulets, on attrape un peut-être qui est un peu, et puis on fait ce jour-là, ça fait la petite fête à la maison. C'est ça qu'on a vécu pendant notre enfance. Apprenons à vivre de façon simple et ordinaire. Ne vivons pas du mimétisme. Apprenons à vivre avec nos revenus. Apprenons à travailler, à payer nos impôts sur nos revenus. Apprenons à nous dire que c'est nous qui construisons l'État, parce que l'État ne peut rien faire sans nous. Et arrêtons donc de susurrer, de tout prendre de l'État, parce que ça c'est l'apanage des agents de l'État. On veut tout prendre, on prend tout au détriment des autres qui nous nourrissent, parce que c'est les paysans qui nous nourrissent. Et les paysans ont besoin d'être entretenus. Et ce qui se fait en ce moment par la gouvernance, ça entretient plus ceux-là qui nous donnent à manger. Qu'est-ce qu'on mange qui ne viennent pas des champs? Donc c'est eux, nos parents. Les paysans sont nos premiers parents. C'est eux qui nous donnent à manger. Apprenons à regarder plus dans leur quotidien, à les accompagner au lieu de ne penser qu'à nous. Nous sommes un peu trop égocentriques. Je demande aux Béninois d'être humbles et de vraiment faire attention à nos frères paysans. C'est eux qui tiennent nos ventres. Ok. Votre appel a beaucoup été à l'endroit de la grande masse. Mais parlons de cette grande masse. Quand on prend les fonctionnaires béninois, ils ne font même pas le tiers. Hein. Merci. Alors, quand on reste dans ce registre, et on voit la morosité ambiante, ce qui se dit. En tout cas, est-ce que vous la constatez? Il y a une morosité qui dit pas son nom? Tout à fait, il y a une morosité qui est la conséquence de des réformes. La conséquence des réformes où vous savez que par le passé, on a dû dire, bon, n'allez plus faire, c'est à plus de 50 km que vous avez les pédiums. Et dès que ça a été fait, Ouida est devenu Ouida, Porte-Novo, je ne sais quoi, Lauda, elles sont devenus des centres où il faut faire les séminaires en permanence, pendant qu'il y a des salles de réunion dans les ministères où les réunions pourraient se tenir. On décentralise parce qu'on vient voir les pédiums. On va faire 10 jours à Ouida à côté et va voir ce qui s'y passe. Va voir ce qui s'y passe. Ce n'est pas que les acteurs eux-mêmes font le travail. On va inviter des experts extérieurs. Voilà, pour faire pratique, oui, il y a des choses qui ont été faites. Alors, pour se tourner vers cette grande masse qui attend, parce que hier, il avait été dit à cette grande masse que c'est sur le feu. On ne va pas reprendre le débat. Oui. Cette masse a attendu, la cuisson n'a pas été prête. Là, on va vers le hautement social. Et on est en fin d'année. Qu'est-ce que l'on peut faire pour vous, le politique, là, je m'adresse aux politiques, pour que cette grande masse puisse passer cette fête de fin d'année dans la grande joie, d'après vous? La joie est son envergure. La joie, c'est d'abord dans la tête.
La joie, c'est d'abord dans la tête. Et donc, que chacun se dise, voilà, avec ce que j'ai, je suis en joie, c'est le plus important. Mais parlant de ce que, voilà, de ce que la classe politique, là, ou bien la classe administrative, les fonctionnaires, leur vie affecte parce que c'est, comme je dis là, lorsque les agents de l'État vont passer leur temps à prendre toutes les ressources de l'État pour eux, encore qui font quel pourcentage de cette population, c'est la grande masse qui en fait les frais. Et c'est ça que le président est en train de corriger. Ce qu'il fait en ce moment, c'est pour eux. Ma question, c'est beaucoup plus pour l'État. L'État béninois, où récemment, quand vous avez suivi la Banque mondiale, on a un chiffre économiquement très enviable. Oui. L'assiette béninoise n'est pas mal. Alors là, lorsqu'on a ça, pour une fin d'année comme ça, est-ce que la masse populaire peut avoir une visite spéciale du Père Noël? Bon, ça, je ne saurais le dire. Vous pouvez suggérer ça? Suggérer, c'est une fin en soi. Parce que ce qu'il y a, il vaut mieux apprendre à pêcher à un individu que de lui donner du poisson. Je crois, oui, travailler à ce que chacun se dise, il y a la fête, de quoi je dispose. Parce que quand vous allez donner aujourd'hui, ça va devenir la règle. L'année suivante, si vous ne donnez pas, ça devient un problème. Et lorsque donner comme ça, là, ça ne règle jamais le problème de quelqu'un. Oui, ce donner-là, est-ce que ça ne va, par exemple, être sur les factures d'eau et d'électricité, même dans la durée? Vous avez vu, ils sont nombreux à dire, mais quand même, c'est un peu trop salé. Et ce n'est pas forcément à la hauteur, le rendement. Je crois que si cela pouvait se faire en ces termes, ce serait tant mieux, parce que ça, c'est tout le monde qui fait les frais d'électricité, d'eau et tout ça. Si le pouvoir central, comme je dis, je ne suis pas dans le feu de l'action, je le dis aussi, ici en termes de suggestion, si tant est que, voilà, dans l'élan de soulagement des foyers, on pourrait voir en fonction des consommations de chaque foyer un pourcentage à leur concéder. Ce serait tant mieux pour leur permettre d'utiliser ces ressources pour apprêter de petites choses pour leurs enfants, pour leur famille. Ce serait tant mieux. Et je demande à la gouvernance de voir un peu ce qu'on pourrait faire pour que cela soit. Ce serait tant mieux. Parce que moi, je suis tout ce qui va arranger la vie communautaire, je suis pour. Et donc, je leur demande de voir ce qu'ils peuvent faire pour que la communauté s'en porte mieux. Levée de restrictions à la circulation des minibus au-delà d'un acte qui concerne un secteur précis, ça relance le débat du quotidien de la masse populaire. Que faire pour soulager les peines du grand nombre? C'est en tout cas le fond du débat. Monsieur Mathieu Avlessi, si vous devez conclure dans ce sens pour des actes majeurs, pour la grande masse, que diriez-vous? Pour la grande masse, je dis voilà que ce qui est fait, c'est pour nous, c'est pour la grande masse, c'est pour nos frères, nos sœurs, nos épouses. Et pour les autres, je crois qui se remettent en cause pour dire attention, ce qui se fait, ce n'est pas que c'est parfait. Si on dit reprenez, retournez, ce n'est pas que ce qui se fait. Ils n'ont qu'à se revoir dans leur copie pour dire il y a quelque chose qui ne va pas, sur lesquels on va revenir. Et si quand on va revenir, quand on va prendre les dispositions, on reviendra sur ça, qui prennent les dispositions pour qu'en ce moment, on ne vienne pas à crier que bon voilà, on a arrêté les bus à tel niveau, parce que les dispositions se répètent, pour ça se passe dans le respect de la règle. Merci à vous, chers tous. Merci aussi pour l'attention. Ce sera tout pour le plateau d'aujourd'hui. Ce fut un plaisir. À très bientôt pour notre thème, toujours avec le même entrain. Au revoir.